Bien. Bonjour à tous. Donc c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir tous. Pour ce webinaire qui est consacré aux relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et qui s'inscrit dans le cadre du cycle de webinaires organisé par le Centre franco-iranien avec le partenariat et la coopération de SINUP, qui est la plus importante association étudiante française des étudiants de relations internationales, et qui s'appelle donc l'Iran et son étranger proche. Aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons le très grand plaisir d'accueillir deux intervenants de très grande qualité. D'abord, Monsieur Didier Bion, directeur adjoint de l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques, qui, comme la plupart d'entre vous le savent, est l'un des centres de recherche et think tank les plus importants de France. Et je tiens vraiment à le remercier d'avoir accepté d'intervenir parce que je sais que vraiment, il est plus qu'occupé. On aura également l'honneur et le plaisir d'accueillir Quentin Delarue, que je tiens vraiment à remercier. Il est chercheur associé auprès de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je vous présente également Erwan Gazrel, qui co-animera avec moi ce webinaire. Juste une précision, on va consacrer une bonne demi-heure aux questions-réponses avec l'auditoire. Donc, dès maintenant, si vous souhaitez, n'hésitez pas à écrire dans l'onglet discussion vos questions afin qu'on puisse les poser à nos intervenants. Et sachez que la raison pour laquelle on coupe tous les vidéos, c'est uniquement parce que sinon la bande passante va rendre impossible la fluidité. Je passe la main à Erwan pour la première question. Merci Alireza. Alors, Monsieur Delarue, est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique des relations entre ces deux pays du Moyen-Orient et ce qui a pu amener à leur rupture diplomatique en 2016, s'il vous plaît? Oui, alors, je ne vais pas remonter trop loin, mais enfin, il y a quand même une rupture que tout le monde sait. Disons que pré 79, les deux États entretenaient de bonnes relations, hein, qui étaient sous le coup de, je dirais, d'une orientation post-Seconde Guerre mondiale, qui était celle de l'alignement, en fait, avec une prospérité économique et aussi un alignement politique qui était plutôt favorable dans la poussée de ce que les Américains voulaient pour pour le monde, hein, mais surtout à dessein pour eux. Mais bon, la véritable rupture a été celle d'évidemment 79, la révolution islamique, l'année suivante, on le sait, hein, première guerre du Golfe, la guerre Iran-Irak, et là, je dirais tout a commencé à s'emballer. Alors, on a eu il y a eu quelques petites étapes en fait avant 2016. Hein. Il y a eu évidemment 80, l'Arabie Saoudite soutient la guerre de Saddam Hussein en Iran, et puis on a eu la fameuse guerre des pétroliers, hein, en 84-85 et même après, hein, où évidemment l'Irak avec son aviation bombardait les tankers iraniens, et puis les Iraniens en représailles bombardaient les Koweïtis et puis les Saoudiens. Donc ça n'a pas vraiment arrangé les choses. Il y a eu 87 aussi, hein, avec la mort de, je crois, 402 précisément, pèlerins iraniens à la Mecque, suite voilà, des répressions des forces de l'ordre saoudiennes, qui a vraiment été un choc en Iran, véritablement, sur ça. Et il a fallu vraiment plusieurs années avant que les relations se rétablissent, une première séquence de normalisation avec en 91 la visite du président Rafsanjani, on dirait à Riyad. Je crois que c'était plutôt Ratami en 99 à Riyad, mais il y avait déjà eu, comment dirais-je, une inflexion avec l'arrivée de Rafsanjani. Et puis, il y a eu la création du Hezbollah en 82, qui, comme vous l'imaginez, n'a pas vraiment fait plaisir aux Saoudiens. Et puis, on est arrivé aux sanctions, hein, sur le nucléaire dans les années 2000. On va pas tout refaire, mais en 2016, précisément, si vous voulez, enfin,
comment dirais-je, ce rappel historique pour vous dire que le moindre petit incident, entre guillemets, ou la moindre personne attaquée a amené en fait à des proportions énormes en termes diplomatiques, jusqu'aux ruptures des liens diplomatiques. Et en 2016, avec en effet l'exécution du Cheikh chiite, qui était un opposant au régime saoudien, donc à Nîmes, son exécution a aussi déclenché donc le saccage, on sait tous, hein, de l'ambassade à Téhéran, saoudienne à Téhéran, et aussi du consulat à Machhad. Et donc là, l'Arabie saoudite a vu rouge et a décidé de rompre ses relations diplomatiques. Donc c'est parti de cet événement-là, je dirais, hein, mais c'est une histoire longue, depuis 79, de passifs difficultueux entre les deux États, mais toujours avec des séquences de réconciliation plus ou moins abouties. Donc voilà, en fait, et de 2016, si vous voulez, depuis en fait cet accord-là saoudo-iranien, on entrevoit en effet pour la première fois une véritable élan pour la remise en place des relations et des échanges d'ambassadeurs de nouveau entre les deux États. Donc ça, c'est vraiment une rupture stratégique au Moyen-Orient, hein. Ça datait depuis 2016. Puis on a vu le blocus en 2017 qatari, où les Iraniens avaient aidé les Qataris lors de ce blocus. Et donc voilà, donc ça, si vous voulez, les Qataris avaient décidé d'aider. L'Arabie saoudite avait en 2016 enjoint tous les pays du Golfe à interrompre leurs relations avec l'Iran. Et le Qatar, par exemple, je crois qu'Oman ne l'avait pas fait non plus pour des raisons de neutralité. Et le Qatar avait dit, dès que le Qatar a vu que l'Iran l'aidait pendant la question du blocus, a dit non, moi je renvoie l'ambassadeur en Iran. Donc finalement, si vous voulez, ces ruptures des relations diplomatiques ont duré assez longtemps. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'opère véritablement. On verra si c'est un peu tout l'objet de ce débat, enfin, de cette conférence, si ça peut durer et puis quelles peuvent être les implications. Mais tout ça, en fait, est un constat, mais peut-être que je pense que c'est l'objet de la deuxième question, et un constat d'échec en fait, de la politique saoudienne au Moyen-Orient, hein, qui a réalisé que finalement, sous pression aussi des Américains, bien sûr, hein, que les questions de pression entre États ne fonctionnait pas, en tout cas pas au Moyen-Orient. Voilà. Merci. Donc, on a bien compris qu'il y a une réalité, c'est qu'entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les choses ne sont jamais simples et qu'en plus, il y a un héritage très lourd du passé. Et bien évidemment, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on estime qu'en Arabie saoudite, entre 15 et 25% de la population est chiite. Maintenant, en fonction des statistiques, du côté iranien, ils disent 25%. Je sais que du côté saoudien, ils disent plutôt 10-15%. Donc, la réalité doit être entre les deux. Cher Monsieur Bion, une question. Vous, cet héritage, quels sont les éléments ou les facteurs qui ont poussé ou qui ont amené les deux pays en tout cas, à tenter cette normalisation? Et surtout, qu'en vient faire la Chine dans cette affaire qui, quand même, concerne deux grandes puissances du Golfe Persique? Merci tout d'abord pour cette invitation et pour ce débat sur un sujet passionnant et ô combien important d'un point de vue géopolitique. Je me permettrai tout d'abord de faire un tout petit complément aux éclairages et aux rappels historiques que vient d'effectuer Quentin, qui sont évidemment importants, que nous devons conserver en tête pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Simplement une remarque, c'est que depuis des années et des années, nous avons tous entendu dans nombre de débats, d'articles, de séminaires, de symposiums, que sais-je encore, que ce conflit, ces tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran étaient dues à des raisons religieuses, confessionnelles. Et c'était la fameuse grille d'analyse opposant le sunnisme au chiisme, qui devenait pour beaucoup la grille de lecture principale des processus politiques et sociaux au Moyen-Orient. Pour ma part, je n'y ai jamais adhéré à cette thèse. Évidemment, il faudrait être totalement stupide pour nier l'importance des facteurs confessionnels dans les évolutions géopolitiques, dans les tensions géopolitiques. C'est une évidence. Mais de là à en faire le facteur principal d'explication, il y a un pas que, pour ma part,
je n'ai jamais franchi. Je sais bien qu'à l'IRESA, nous en avons déjà de multiples reprises discuté, nous étions d'accord, mais c'est très important de le rappeler. Et d'ailleurs, les faits les plus récents et les éléments historiques rappelés par Quentin le prouvent amplement. Nous sommes dans une situation compliquée entre ces deux États, avec des périodes de rapprochement, des périodes de tension, des périodes de rupture diplomatique, certes, mais cela relève des jeux de puissance régionale. Ça ne relève pas de la religion, même si les dirigeants politiques des deux pays ont pu tenter d'instrumentaliser à tel ou tel moment les facteurs religieux et confessionnels. Mais encore une fois, si cet élément doit être présent dans nos analyses, il ne faut pas en faire le paramètre qui explique l'ensemble des questions, des difficultés qui prévalent entre les deux pays. Une fois cette chose étant dite, essayons de contextualiser un tout petit peu pour comprendre pourquoi l'accord entre les deux États. Je pense que nous sommes au Moyen-Orient depuis déjà quelques années, dans un moment, dans une situation où les pôles de puissance traditionnels, facteurs de stabilisation, n'existent plus, ne sont plus efficients, ne sont plus opérants. Je pense bien sûr à trois capitales en particulier qui, à un moment donné de l'histoire récente du Moyen-Orient, ont été capables d'instaurer des formes de stabilité, souvent au profit de leurs propres intérêts nationaux, bien sûr. Je pense donc au Caire, Égypte, je pense à Bagdad, en Irak, et je pense à Damas, en Syrie. À des moments particuliers, parfois conjointement, le Caire, Bagdad et Damas ont su pendant longtemps imposer une forme de stabilité régionale en imposant leur point de vue, en proposant un certain nombre d'initiatives. Nous ne sommes plus dans cette situation. Aucun de ces États, chacun le comprend, pour des raisons différentes, au demeurant, n'est capable d'instaurer ou d'imposer quoi que ce soit au niveau régional. Et il y a donc, parce que la géopolitique a horreur du vide, d'autres puissances qui postulent, qui tentent, qui essayent, qui espèrent aussi prendre le relais. Et je pense tout particulièrement à Téhéran, à Riyad et à Ankara. C'est-à-dire l'Iran, l'Arabie saoudite et la Turquie qui tentent de s'imposer comme des facteurs d'ordre et de stabilisation régionale. Mais à ce stade, aucun de ces trois États n'est capable, pour des raisons internes souvent, à la fois parce que en Iran, chacun le comprend, il y a une situation à la fois de tension sociale et puis d'isolement relatif, je dis bien relatif, au niveau international, à cause des sanctions, à cause des pressions à l'instigation des États-Unis et de quelques autres puissances occidentales. La Turquie, pour sa part, a bien tenté, notamment en 2011-2012, au moment des révoltes dans les pays arabes, d'apparaître comme le leader régional, sauf que M. Erdogan a fait une erreur stratégique fondamentale en tentant de surfer ou d'instrumentaliser l'islam politique sunnite, incarné notamment par les frères musulmans, sauf que ces frères musulmans, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne sont plus en situation désormais d'imposer leur agenda. Alors souvent à cause de coups d'État, confère l'Égypte, de guerres civiles, confère la Syrie, le Yémen, etc. Donc, M. Erdogan a fait un choix stratégique totalement erroné qui, je ne dirais pas qu'il l'impuissante, mais qui réduit ses capacités d'initiative dans la région. Quant à Riyad, jusqu'alors en tout cas, taraudé par un certain nombre d'erreurs commises par Mohammed Ben Salman notamment, eh bien, elle n'est pas capable, elle n'est pas en situation d'imposer quoi que ce soit. Donc, en réalité, nous sommes dans une région que moi je qualifie souvent d'apolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pôle politique qui est capable de donner le là, de prendre des initiatives suivies par la majorité des pays de la région. Évidemment, comme dans toute situation de vide géopolitique ou de vide politique relatif, eh bien, les rivalités se sont exacerbées parce que chacun essaye de prendre des initiatives, chacun essaye de s'imposer aux autres, et cela ne se fait pas forcément uniquement par la voie de la négociation. Alors, on l'a vu ces dernières années, notamment
du côté de Riyad, du côté de l'Arabie saoudite. On se souvient, et c'est très important d'avoir cela en tête, des initiatives multiples du jeune Mohammed Ben Salman tout au début de son accession au plus haut niveau de l'appareil d'État saoudien. On se souvient 2015, le Yémen, cette guerre terrible, erreur totale, avec des conséquences humanitaires, politiques, militaires absolument affligeantes. C'est une erreur totale de la part de l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts et c'est pourquoi ils ont changé d'orientation. On se rappelle, je le dis pour mémoire parce que cela a été évoqué par Quentin, l'embargo qui a voulu être imposé au Qatar en 2017, qui est aussi un fiasco total. Dès les premières semaines, cet embargo s'avère totalement inopérant. On pourrait aussi rappeler l'affaire Khashoggi. Enfin bon, on ne va pas multiplier les exemples. Enfin, en voilà trois qui montrent que depuis une petite dizaine d'années, les initiatives saoudiennes jusqu'alors étaient totalement contre-productives et empêchaient l'Arabie saoudite de s'imposer comme un acteur régional. Quant à l'Iran, bien évidemment, la question se pose précisément et avec acuité, surtout depuis 2018, je ne remonte pas plus loin, date de la décision de Donald Trump de dénoncer unilatéralement l'accord sur le nucléaire de 2015, avec toutes les conséquences afférentes. Ce n'est pas simplement la dénonciation d'un accord international qui avait été validé par l'administration Obama, c'est aussi bien sûr la mise en place, c'est une habitude de la part de Washington, de lois extraterritoriales qui s'appliquent donc au reste des États du monde. C'est bien évidemment aussi le manque de courage d'un certain nombre de puissances occidentales, et je pense tout particulièrement aux Européens, qui se refusent à affronter les États-Unis, qui se sont eux-mêmes mis en tort en dénonçant unilatéralement cet accord. Parce que là aussi, on accuse souvent l'Iran de ne pas respecter ses engagements, mais enfin, il faut quand même reprendre les choses chronologiquement. Ce ne sont pas les Iraniens qui ont dénoncé l'accord de 2015, y compris même, on se rappelle, que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait fait de multiples mission sur place et à chaque fois actait le fait que l'Iran respectait parfaitement l'esprit et la lettre de l'accord de 2015. En tout cas, cette situation créée par la décision unilatérale de Donald Trump a mis l'Iran dans une situation difficile, non seulement à cause des sanctions, donc difficultés économiques qui en découlent, et évidemment difficultés politiques avec les résultats que l'on connaît lors des dernières élections présidentielles et législatives. Donc, on constate, et pardonnez-moi l'aspect un peu schématique de ce que j'explique, mais des tensions exacerbées qui se manifestent depuis plusieurs années et des impasses, parce qu'il y a des bras de fer, il y a une montée des tensions, mais sans que cela ne puisse régler aucun des défis qui se posent aux différents protagonistes. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il me semble que l'accord de réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran indique assez clairement que ces deux États principalement, mais d'autres dans la région, ont compris qu'il était impossible de s'imposer aux autres par la force et qu'il fallait donc passer à une forme de compromis. Mais c'est au vu du bilan que les uns et les autres ont pu tirer du cours des événements depuis une petite dizaine d'années qu'on en arrive à cet accord de réconciliation qui est un pas en avant positif et sur le fond et sur la méthode, puisqu'il a nécessité des discussions sous l'égide de la Chine. C'est-à-dire que fondamentalement, Mohammed Ben Salman, mais aussi le dirigeant émirati Mohammed Ben Zayed, l'un et l'autre ont compris qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer un conflit avec l'Iran. Et tant mieux qu'ils l'aient compris, cela évite d'éventuels dérapages militaires. Alors, dernière chose, parce que je suis peut-être un peu long, vous me le pardonnerez, c'est le fait aussi qu'il faut donner un coup de projecteur international pour comprendre cet accord. Le coup de projecteur international, c'est ce qui relève de ce que j'appelle, mais je n'en ai pas le monopole de l'expression, bien sûr, une sorte de mouvement de désoccidentalisation.
C'est-à-dire que les puissances occidentales, en premier lieu les États-Unis, n'ont plus les moyens désormais d'imposer leur volonté au reste du monde. Et que cela permet à des puissances moyennes, dites moyennes, comme l'Iran, comme l'Arabie saoudite et bien d'autres, de prendre des initiatives qui n'ont pas forcément l'aval des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui au contraire permettent à un nouvel acteur au Moyen-Orient d'apparaître non plus seulement comme un agent économique, je pense bien sûr à la Chine, mais comme un acteur désormais politique, car cet accord, nous le savons, a été passé après de longues tractations extrêmement discrètes. En fait, très peu de gens en avaient parlé avant le moment de la signature, ce qui est une leçon de choses. En général, pour ce genre de tractations difficiles, compliquées, moins on en parle publiquement, mieux c'est la garantie de parvenir à des résultats positifs. Et donc désormais, la Chine apparaît comme un acteur politique. N'en tirons pas pour autant des conclusions trop hâtives. Je pense que les Chinois ont une très grande qualité, c'est le sens du temps. Et donc, ils ne vont pas se précipiter dans les mois ou dans les 2, 3, 4 ans à venir par une multiplication d'initiatives. Ils savent mettre tout cela en perspective. Ils ont choisi ce dossier, Iran, Arabie saoudite, y compris pour leurs propres intérêts, parce que et l'Iran et l'Arabie saoudite sont riches en pétrole, en hydrocarbures, c'est qu'évidemment n'est pas un élément négligeable du point de vue des Chinois. Alors, on pourra revenir sur la Chine, il y a bien sûr d'autres facteurs, mais clairement, du point de vue international, cela marque une étape incontestable de la baisse d'influence des États-Unis. Attention, là aussi, ne tirons pas de conclusions trop hâtives, mais on y reviendra probablement. Et l'affirmation de la Chine qui ne veut plus se contenter désormais de jouer un rôle seulement économique. Et c'est évidemment un élément tout à fait nouveau et très important au Moyen-Orient. Vous évoquez justement là ce désengagement américain de la zone pour faire un pivot vers le Pacifique. Est-ce que néanmoins, cette intermédiation chinoise, cette normalisation des relations entre les deux rivaux, elle aurait pu se concrétiser sans un aval américain, à votre avis, monsieur Delarue? C'est souvent la question qu'on pose lorsqu'on avait une puissance qui avait cruellement besoin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de ses approvisionnements en pétrole. Maintenant que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde, c'est vrai que la donne a un petit peu changé et que la Chine s'est trouvée être un game changer, en tout cas au Moyen-Orient, et surtout un rival déclaré. Didier disait tout à l'heure que les Chinois ont le temps pour eux et qu'ils sont très discrets. Le seul endroit où ils le sont peut-être moins, c'est sur Taïwan et en effet l'Asie-Pacifique, où ils affirment très clairement leurs intentions. Et en effet, là, les États-Unis ont clairement annoncé leur pivot vers l'Asie, je crois, Barack Obama en 2014, clairement pour ça. Et au Moyen-Orient, les Américains ont bien compris que leur politique était un échec, là où, en effet, l'intervention en Irak et le fait d'avoir chassé Saddam Hussein n'a pas du tout eu les effets que les Américains escomptaient. Et au détriment de leur ennemi d'ailleurs, l'Iran, en tout cas déclaré à l'époque. Donc voilà, je dirais que les Américains font profil bas et je dirais que la question de savoir si un accord est pu se faire avec leur permission ou pas, la question évidemment se pose plus, mais je pense qu'elle se posait pas non plus davantage avant cet accord, puisque Didier parlait alors pas d'un monde apolaire, mais d'une région où la polarité en effet se manifeste. Et quand la nature a horreur du vide, je pense aussi que les rapports de puissance également. Les Chinois se sont engouffrés dans cette brèche, ne se sont pas précipités, comme on peut le faire parfois, la diplomatie occidentale, mais ils se sont engouffrés calmement, sereinement, sérieusement, avec la diplomatie millénaire qui est la leur, pour travailler depuis plusieurs années à en effet la conclusion de cet accord qui en fait succède à la conclusion de plusieurs accords commerciaux avec l'Arabie saoudite, l'Iran et autres, qui ne sont pas que commerciaux d'ailleurs, qui peuvent être militaires également ou technologiques. Donc je pense que les Américains n'avaient pas les moyens en réalité de s'opposer à un accord pareil, parce qu'ils auraient été vus comme une énième façon où ils auraient tendu le flanc une énième fois vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis du monde en développement, si je puis dire, pour dire, voyez, encore une fois, les États-Unis dictent leurs lois, ils ont échoué en Irak, ils ont échoué
en Libye d'ailleurs aussi. Ils ont échoué en Syrie, ils ont, comment dirais-je, ils se désengagent du Moyen-Orient. Il y avait 70 000 soldats en 90, il y en a 15 000 à peine aujourd'hui. Bon, même si la 5e flotte est toujours basée là, évidemment, détroit d'Ormuz, pourquoi, mais je veux dire, c'est un désengagement manifeste des États-Unis. Et puis c'est surtout le fait d'avoir un petit peu, comment dirais-je, donné des, comment dirais-je, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, de dire: «Bon, très bien, vous n'êtes pas spécialement obligé de faire ce qu'on a envie que vous fassiez, vous avez en effet le droit de vous développer et puis, les Américains ne peuvent pas être derrière chaque État, qu'ils ont entre guillemets, soutenu, voire parrainé, voire adoubé ou vraiment, tenté de vassaliser». Heu, Ils n'ont plus les moyens en effet de voir des clignotants rouges un peu partout, des États sur lesquels ils avaient la main et qui commencent à vouloir leur émancipation. Et c'est un petit peu ça, ce qui se passe avec la conclusion de cet accord, c'est qu'ils n'avaient absolument aucun moyen de s'y opposer. Et puis de toute façon, ils ont bien vu que l'Arabie saoudite n'avait pas signé les accords d'Abraham, que je répète, qui sont des accords qui sont des accords sécuritaires entre Israël et les pays du Golfe, qu'avaient tout de suite signé Bahreïn et les Émirats arabes unis. Et c'était un moyen pour les États-Unis de dire: «Bon, je laisse un petit peu Israël essayer de constituer une organisation sécuritaire au Moyen-Orient où je ne suis pas obligé, moi, États-Unis, d'apparaître publiquement ou d'être dans l'action publiquement. Et après tout, peut-être qu'en passant directement par Israël et en faisant un rapprochement, le rapprochement ultime d'Israël, c'était avec les Émirats, l'Arabie saoudite, hein, c'était ça cet accord. C'était pouvoir de dire: on va définitivement bloquer toute tentative de l'Iran et de ses alliés de constituer eux-mêmes une architecture de coopération structurelle, stratégique, régionale, qui peut être éventuellement militaire, face à l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite, pour la question palestinienne et autres, ne l'a pas voulu. Donc voilà, les tentatives de vouloir déléguer un petit peu de la sécurité des États-Unis au Moyen-Orient vis-à-vis de ses alliés les plus proches n'a pas fonctionné, hein, puisque même les Émirats arabes unis, d'un moment, ont dit: «Bon, on est OK pour faire un accord aussi pour accueillir favorablement l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite». Donc, c'est une question intéressante, mais qui, à mon avis, n'avait plus lieu de se poser. Si cet accord était intervenu il y a encore quelques années avant ou même plus d'une décennie avant, je pense qu'elle pouvait se poser. Maintenant, c'est un peu ce que Didier disait aussi. On est en effet dans des États-Unis qui concèdent, qui confessent quelque part aussi, en creux, leur perte d'influence. Et je dirais aussi par des raisons stratégiques. J'ai évoqué la raison pétrolière, c'en est une, mais aussi de politique stratégique en Syrie ou ailleurs qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup, cher Quentin, pour cette analyse. Cher Monsieur Bion, une petite question. Vous avez parfaitement décrit les dynamiques qui s'étaient produites au niveau régional. Une question, cette normalisation. Après, en effet, il faut être prudent. La normalisation, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce début, cette sorte de prélude de normalisation, quelle a été la réaction des différents acteurs régionaux, mais aussi des puissances internationales par rapport à cet accord? Et je me permettrai même d'aller plus loin et de poser la question d'une autre manière. Finalement, qui étaient les pays perdants et les pays gagnants par rapport à cet accord? Oui, alors, là aussi, enfin, l'accord, il est de facture toute récente, donc il faut rester prudent, mais néanmoins, on constate qu'il y a d'ores et déjà eu des modifications dans les dynamiques politiques régionales à la suite de cet accord. Évidemment, ça va concerner, je crois, pour aller à l'essentiel, ça va concerner quatre pays de la région. Le premier, c'est le Yémen. Bien évidemment, on a dit tout à l'heure que malheureusement, l'initiative saoudienne s'avère un véritable désastre à tout niveau. Et déjà depuis plusieurs années, on constatait bien que les Saoudiens cherchaient très confusément les moyens de se sortir du bourbier dans lequel ils s'étaient mis eux-mêmes. Alors on sait qu'il y a un processus
infiniment compliqué de négociation entre les différentes parties belligérantes, que pour l'instant, il y avait peu de résultats. Il y avait eu un cessez-le-feu qui n'avait été que bien partiellement respecté. Il est vrai que cet accord va permettre de poser les questions de la négociation au Yémen de façon radicalement différente. Et on l'a déjà constaté par des échanges de prisonniers. Alors, ce n'est pas la première fois depuis le début de cette sale guerre qu'il y a des échanges de prisonniers, mais l'échange de prisonniers, si ma mémoire est bonne, a pu se produire quelques jours, moins de 10 jours, après l'accord de réconciliation irano-saoudien. Donc, c'est un indicateur. Pour autant, malheureusement, ne croyons pas que le conflit yéménite pourra être réglé comme par un coup de baguette magique, mais on a maintenant des éléments solides, tangibles, permettant de formuler quelques espoirs, et je n'aurais pas dit les mêmes choses il y a 3 ou 4 ans. Donc là, il y a déjà un point positif, potentiellement positif, en pointillé, en devenir, mais avec des éléments concrets, tangibles, qui permettent de voir et d'espérer, de souhaiter une évolution de la situation sur les courts et moyens termes. Bon. Le deuxième élément, et là aussi celui-ci, alors il est parfaitement tangible parce qu'il est frais de quelques heures, de quelques jours maintenant, c'est la question de la Syrie. C'est que la Syrie, alors je ne dis pas que tout s'explique par l'accord de réconciliation, mais cet accord de réconciliation irano-saoudien a accéléré un processus qui était déjà à l'œuvre depuis plusieurs années de réintégration en pointillé de la Syrie dans le concert régional. Ben, c'est chose faite. C'est-à-dire que là, il y a eu un coup d'accélérateur puisque Bachar al-Assad, vendredi dernier, a participé de plein droit et a donc été réintégré au sein de la Ligue des États arabes. Alors, est-ce que pour autant, cela signifie que la Syrie, là aussi, va connaître de nouveau la paix et le bonheur? Nous en sommes bien loin. La situation de la Syrie est absolument dramatique. Nous savons que la moitié de sa population est partie en exil ou a été déplacée. Nous savons que ce pays est totalement à reconstruire. Et nous savons aussi que dans ce pays, il y a des intérêts croisés, antagoniques jusqu'alors, notamment, pas uniquement, mais notamment entre l'Iran et les Saoudiens, ainsi que les Émiratis. L'accord de réconciliation va permettre de poser des bases pour reprendre la négociation. Est-ce que pour autant on peut croire et espérer ou souhaiter pour certains que l'Iran cesse sa politique d'influence en Syrie? Évidemment pas. Évidemment pas. Parce que l'Iran, a tort ou a raison, mais considère que la Syrie fait partie de ses intérêts géostratégiques régionaux. Donc les choses ne vont pas se régler comme par un coup là de baguette magique à nouveau, ça fait 2 fois que j'utilise l'expression, pardonnez-moi, mais on peut considérer que l'atmosphère de dialogue, que l'atmosphère de volonté de compromis va favoriser une forme de stabilisation de la situation en Syrie. Là encore, ce ne sera pas mécanique et le résultat n'est pas donné à l'avance. Moi, j'ai par exemple été assez frappé lors de la venue de Bachar el-Assad au sommet de la Ligue des États arabes, que toutes les demandes qui avaient été formulées par un certain nombre d'autres États arabes à Bachar al-Assad ont systématiquement été refusées et considérées avec un certain mépris de sa part. Donc la partie ne va pas être simple. Je pense que Bachar el-Assad a un peu l'hubris de la victoire. Il pense qu'il a gagné la guerre, ce qui est en large partie vrai, mais il n'a pas encore gagné la paix. Ça va être plus compliqué. Mais on peut considérer que l'accord de réconciliation irano-saoudien sera un facteur, un élément qui permettra peut-être, je l'espère, de parvenir à la paix enfin rétablie et à une forme de stabilisation de la Syrie, mais avec un programme notamment de reconstruction économique qui est absolument gigantesque. Mais là, à nouveau, on parlera éventuellement de la Chine et des États arabes, parce que les États occidentaux, pour le moment, n'ont pas les moyens et ne veulent pas aider à la reconstruction de la Syrie. Et ça va prendre énormément de temps. N'oublions pas, enfin, et là je serai plus rapide, qu'il y a 2 autres pays de la région qui peuvent bénéficier positivement de cet accord de réconciliation.
Là encore, hein, je ne veux pas avoir un raisonnement binaire ou mécanique. Les choses sont toujours plus dialectiques. Donc, rien n'est automatique. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Mais c'est le cas de l'Irak et du Liban. Pourquoi? Parce que nous savons qu'en Irak et au Liban, nous avons des camps, des factions politiques qui sont opposées, qui, pour certaines, sont souvent liées à l'Iran et pour d'autres, sont liées aux États arabes du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Il est clair que l'atmosphère de, réconciliation, de compromis, de dialogue peut jouer positivement et peut concourir à la stabilité des deux États que je viens d'évoquer, l'Irak et le Liban. Mais encore une fois, je risque de me répéter, rien ne sera mécanique. Ce qui est clair aussi, donc ça peut être, c'est pas les gagnants, c'est les bénéficiaires. C'est pas tout à fait la même chose de cet accord. Parmi les gagnants, il y a l'Arabie saoudite, évidemment. Pourquoi? Non seulement parce que, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, il vaut mieux être dans un processus de réconciliation avec son grand voisin iranien plutôt que dans un processus de tension extrême. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi du point de vue des rapports de force au sein même des États arabes, on avait constaté au cours des dernières années que le pays, le micro-pays, qui était plutôt à l'initiative sur une série de questions politiques et diplomatiques, c'était les Émirats arabes unis. Là, et je dois souligner que Mohammed Ben Salman et donc l'Arabie saoudite ont fort bien joué. C'est-à-dire que ceux qui, aujourd'hui, conjoncturellement, je ne sais pas si dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, on pourra dire exactement la même chose, mais actuellement, celui qui a véritablement marqué des points, c'est l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, si je fais un tout petit retour sur la Syrie, on a bien compris qu'il y avait des réticences à réintégrer Bachar el-Assad aussi rapidement, en plus sans aucune condition en réalité, et que c'est Mohammed Ben Salman qui l'a imposé. Et que les Émirats arabes unis, visiblement, étaient un petit peu plus réticents ou auraient voulu qu'il y ait des étapes pour cette réintégration. Il n'en a rien été. Donc, l'Arabie saoudite apparaît clairement comme un des gagnants. Est-ce que pour autant cela veut dire qu'il n'y a pas eu de réticence? Bien sûr que non. On sait par exemple que le Qatar, qui a participé au début de ce sommet de la Ligue des États arabes, est reparti avant la fin de ce sommet. Donc c'est quand même un indicateur qui n'est pas négligeable. Nous savons que les Égyptiens se sont fait un peu prier pour donner leur accord à la réintégration de la Syrie. Mais les Saoudiens ont quelques moyens de pression économique à l'encontre de l'Égypte. Donc tout cela a été réglé temporairement. Donc ça fait partie des gagnants régionaux. Au niveau international, je n'y reviens pas, cela a déjà été dit, mais la Chine apparaît clairement comme un des gagnants de cet accord, puisqu'il s'est réalisé sous son égide et que, encore une fois, c'est la première fois que la Chine se jette dans ce chaudron moyen-oriental d'un point de vue politique. Ils étaient déjà très présents pour des raisons économiques. On se souvient que les Chinois discutaient, ont passé des contrats, des accords économiques avec quasiment tous les pays de la région, avec l'Iran, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats, avec Israël et quelques autres. Mais ils étaient réticents à prendre des initiatives politiques. C'est maintenant chose qui est derrière nous. Ils sont un acteur politique. Clairement, ils apparaissent comme tels et ils l'assument. Alors, les perdants, il y en a plusieurs des perdants. Il y en a un dont on a peu parlé jusqu'alors, c'est Israël. Israël qui, nous le savons, cherche à attiser les revendications, les exigences à l'encontre de l'Iran, se trouve dans une situation plus compliquée qu'il y a 6 mois ou 3 mois. C'est-à-dire que l'accord de réconciliation marque l'inconsistance d'Israël à pouvoir imposer son point de vue sur ce dossier, c'est-à-dire y compris les risques les initiatives de type militaire que pourrait mettre en œuvre Israël. On en parle beaucoup. Je ne crois pas que ce soit l'option la plus réaliste, mais on en parle beaucoup. Et on sait que le centre de gravité
du gouvernement israélien est quand même pour le moins préoccupant et qu'on n'est pas à l'abri, jamais à l'abri de mauvaises surprises de la part des décisions israéliennes. Alors, pourquoi c'est fait partie des perdants? C'est qu'on avait constaté depuis 2 ans qu'Israël avait eu un certain nombre de succès diplomatiques, notamment par les accords d'Abraham, parce qu'il y avait là la mise en œuvre d'un système d'accords dont on comprenait tous que l'objectif, c'était d'isoler toujours plus l'Iran. Or, dans ces accords d'Abraham, la grande préoccupation des Israéliens, ça a été d'y faire participer l'Arabie saoudite, ce à quoi les Saoudiens ont toujours refusé de souscrire. Mais là, non seulement ils ont refusé de souscrire, mais en plus, ils ont pris une décision qui, de par sa dynamique, est totalement antinomique avec celle qui prévalait lors de la signature des accords d'Abraham. C'est-à-dire que les Israéliens n'ont pas réussi à élargir le nombre de pays signataires des accords d'Abraham, et en plus, il y a cet accord de réconciliation irano-saoudien. De plus, et je le signale, on incise, c'est que ces accords d'Abraham, outre que leur dynamique est cassée, à ce stade en tout cas, ces accords d'Abraham sont largement dévitalisés à cause de la nature même de l'actuel gouvernement israélien qui a été mis en place à la fin du mois de décembre dernier. On sait que, par exemple, il devait y avoir une visite de Netanyahou dès le mois de janvier aux Émirats arabes unis et que cette visite a été ajournée. C'est quand même un indicateur que même parmi les signataires des accords d'Abraham, je parle des États du Golfe, des États arabes du Golfe, il y a la prise de conscience que ces accords d'Abraham ne sont définitivement pas le cadre qui permette de stabiliser la région. Enfin, les perdants, mais il y en a un dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir, ce sont les États-Unis, qui décidément ne sont plus en situation d'imposer quoi que ce soit désormais aux États de la région et dans quelques autres régions du monde, au passage. Rappelez-vous, par exemple, la visite de Biden au mois de juillet 2022, il y a moins d'1 an, quand il est venu en Arabie saoudite pour demander aux dirigeants saoudiens d'augmenter la production pétrolière comme un pare-feu par rapport à la situation prévalente entre la Russie et l'Ukraine, et il est reparti d'Arabie saoudite sans avoir eu la moindre concession de la part des dirigeants saoudiens. Alors que ces mêmes dirigeants saoudiens, quelques mois plus tard, ont signé un accord avec la Russie sur cette question des hydrocarbures. Donc, attention, je ne dis pas que les États-Unis n'ont plus de rôle au Moyen-Orient. Ça serait une erreur de perspective. Mais clairement, ils n'ont plus les mêmes leviers pour agir. Alors, Quentin, tout à l'heure, disait qu'il y avait 15 000 soldats américains. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes sources. Moi, je vois que, enfin, d'après mes sources, c'est 35 ou 36 000 soldats américains qui sont encore dans la région. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur. Bon, mais il y a encore une présence américaine. Il y a encore des bases américaines qui sont quand même très, très opérationnelles dans la région. Ne l'oublions pas. Puis, il y a aussi toujours et encore des accords économiques entre les États-Unis et les États de la région, et notamment dans les matières d'industrie d'armement. Donc, certes, perte d'influence, mais pour autant, les États-Unis sont encore présents. Et même s'il y a le pivot vers l'Asie, ça, c'est pas tout à fait nouveau. C'était déjà à l'époque d'Obama, ça a été rappelé. Je ne crois pas que le Moyen-Orient ait disparu de leurs écrans radars. Dernière chose, il y a un autre perdant dans cette affaire, c'est la Russie quand même. C'est que la Russie, alors évidemment, elle est affaiblie du point de vue diplomatique depuis le mois de février 2022 à cause de la guerre, etc. Nous savons que la Russie avait opéré un redressement diplomatique exceptionnel au Moyen-Orient au cours des dernières années, notamment grâce ou à cause, comme on voudra, son intervention en Syrie. Elle a maintenant une marge de manœuvre beaucoup moins efficiente au Moyen-Orient. Et puis cet accord de réconciliation, la Russie n'y est pour rien. C'est encore une fois la Chine qui en a le monopole. Et donc, il y a une forme, je ne dis pas que la Chine est perdante, mais elle voit elle aussi l'influence qu'elle avait regagnée au Moyen-Orient
de nouveau s'affaiblir. Donc voilà, en gros, sans rentrer dans ah bah si, on peut, excusez-moi, j'allais oublier quelque chose, un autre acteur, enfin, soi-disant acteur international, pour terminer, c'est l'Union européenne. Mais là, je n'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, donc l'Union européenne, fidèle à ses grands principes, fait des commentaires très intéressants au demeurant, fait des communiqués, mais l'Union européenne ne compte pour rien dans ce qui se passe désormais au Moyen-Orient. C'est comme ça, je le regrette éventuellement, mais c'est ainsi. Très bien. Monsieur Delarue, quels vont être les défis auxquels les deux pays vont être confrontés dans le maintien de cette normalisation? Et quelles mesures peuvent-ils prendre pour les surmonter? Vous avez notamment abordé la question des proxys. Est-ce qu'il va falloir que l'Iran, l'Arabie Saoudite calment leurs relations dans la région pour avoir une bonne normalisation, ou est-ce que ça va jouer uniquement entre ces deux pays, peut-être? Bon. Dire sur juste le nombre de soldats américains, je n'ai pas fini ma phrase en disant que c'était la base d'Al Udeid au Qatar. En Ah oui, effet, d'accord. Ok, pas tout à fait la même d'accord, chose. d'accord. Mais il y a certes une décrue notable, mais pas dans les mêmes proportions, en effet. Sur en effet les défis qui sont affrontés. Bah, le premier, excusez-moi pour la palissade, mais c'est la durabilité de cet accord. C'est en effet ce qu'il va durer. Comment d'ailleurs, ça va être intéressant, la Chine qui apprécie le temps long dans la diplomatie. Est-ce que c'est tout à fait la même temporalité voulue par les Saoudiens ou les Iraniens? Ça, c'est quelque chose aussi qui va entrer en compte dans je dirais, la mise en place de ce qui est prévu dans l'accord, où d'ailleurs tout n'a pas forcément été dit. Il paraît qu'on va en savoir un peu plus ensuite, mais en tout cas, les questions qui sont un petit peu brûlantes, comme le programme balistique iranien, la question du nucléaire aussi, qui n'ont pas été qui ont été discutés, bien sûr, mais qui n'ont pas fait partie je dirais, d'une entente, évidemment, sur cet accord. Il y a la question aussi encore il y a quelques jours, des arraisonnements de tankers par les gardiens de la Révolution dans le Golfe, et en particulier près du Détroit. Il va y avoir aussi savoir, je parlais de temporalité, la façon dont l'Iran va essayer de faire pression sur la Chine et aussi sur l'Arabie Saoudite et sur les États qui soutiennent cet accord en matière de levée, alors d'arrêt total des sanctions américaines. Ça va être compliqué, mais en tout cas de desserrer les taux américains sur l'économie iranienne. Les Iraniens ont rivalisé d'ingéniosité pour essayer de tenir à flot l'économie. Ça aussi, ça va être une question très importante. Et l'Arabie Saoudite, et je dirais que le principal point d'achoppement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sur cet accord, c'est qu'ils se retrouvent sur une chose, c'est que ces deux pays ont des plans très ambitieux, stratégiques en matière de développement économique. Ça, ils veulent absolument les mettre en place. Alors, il y a le plan Vision 2030, qui est plutôt récent d'ailleurs, saoudien, mais il y a un petit peu plus ancien qui est et je l'avais d'ailleurs, le plan, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, mais je n'ai pas retenu, un plan iranien que je vais retrouver. Bon, peu importe, je l'avais, j'écris plein de choses évidemment, mais les Iraniens aussi avaient un type de plan similaire. Et ils avaient aussi, d'ailleurs, par l'initiative HOPE, essayé aussi de construire une stratégie de sécurité, de coopération régionale sur les questions de rétablissement aussi de liens diplomatiques et de stabilité régionale que les Iraniens n'ont jamais réussi à trouver autrement que par cet accord. Peut-être pour eux, ce sera l'occasion de le mettre en place avec les Saoudiens pour la stabilité régionale. Donc voilà, c'est ce que Didier aussi disait, c'est cette fragilité. On sent un frémissement, en effet, de quelque chose de vraiment très important qui se passe entre les deux États et sur la région, mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop avec qui, enfin si les Chinois, mais qui d'autres. Voilà, on évoquait un peu en aparté tout à l'heure les États-Unis qui essayent aussi en sous-main de trouver une stratégie pour contrebalancer cela. Bon, donc ces défis sont quand même nombreux. Et c'est vrai que même si, par exemple, bon, c'est symbolique si vous voulez, mais il va falloir que, honnêtement, l'Arabie Saoudite et l'Iran passent au-dessus par exemple, de choses anecdotiques comme
comme le nom du golf. On ne va pas faire tout un débat là-dessus, mais il y a eu encore un match de football. J'ai vu ça, je voulais absolument le dire parce que bon, je trouve que comparé à l'importance de cet accord, c'est quand même un peu dérisoire. Mais voilà, que ça, lors d'un match de football, voilà, où l'Iran a protesté contre malencontreuse dénomination du golfe arabique par l'Irak. Il y a des choses plus sérieuses avec l'Irak sur la question irakienne où l'Iran avait protesté assez férocement contre une cérémonie officielle dans la région voilà, disons que l'Irak avait invité des groupes séparatistes en fait lors d'une cérémonie là-bas. Bon, donc c'est la question irakienne d'ailleurs sur la Turquie, sur la Syrie et l'Iran sont des choses qui sont vraiment partagées. Donc voilà, je reprends la question dans son entièreté. Je ne sais plus où elle était. Oui, alors comment maintenir cet accord, enfin cette relation, et comment les surmonter? Ils ne pourront pas le faire sans la Chine, ça c'est évident, étant donné les liens économiques qu'ils ont développés et puis aussi les engagements qu'ils ont tenus en termes de calendrier à suivre. Je pense que les Iraniens et les Saoudiens vont presser les Chinois d'aller un petit peu plus vite. Ça va être un petit peu un jeu d'accordéon en termes de je veux aller très vite, toi plus lentement, etc. On va voir où cela nous mène. L'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Arabie saoudite veut faire de même, je crois, pas plus tard que le mois dernier. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses, si on parle des États-Unis, qui sont à mettre, alors, je dirais, leur irritation notoire. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets en suspens. Alors, sur le JCPOA, par exemple, l'Arabie saoudite, quand Didier disait que l'Arabie saoudite était non pas gagnante, mais bénéficiaire de cet accord, c'est certain. Mais à mon sens, l'Arabie saoudite, par rapport à l'Iran, a vraiment dû, comment dirais-je, renoncer à beaucoup de ses positionnements politiques, diplomatiques vis-à-vis de l'Iran, qui étaient parfois assez durs, mais l'Iran aussi, et qui étaient structurels de sa politique étrangère, très fermement contre le JCPOA, et, par exemple. Et là, l'Arabie saoudite est en train de se dire peut-être que ça va être le moyen. Je ne peux pas faire autrement, finalement, que d'avoir un accord aussi avec l'Iran sur ce sujet-là. Les Américains essaient de revenir dans la partie sur ce sujet-là. Peut-être que les Chinois vont aussi prendre le sujet à bras-le-corps petit à petit. Mais voilà, l'Arabie saoudite a quand même des cartes, c'est vrai, dans sa manche. Elle veut développer le nucléaire civil à un certain point. Ça dépendra aussi de la position iranienne. Et donc voilà, elle a quand même des marges de manœuvre. Militairement aussi, l'Arabie saoudite se rapproche de la Chine. L'Arabie saoudite veut pouvoir rivaliser aussi avec un programme balistique que développe l'Iran ou aussi sur des capacités de drones. Voilà, je pense qu'il y a des questions à la fois d'isolement international, de sanctions vis-à-vis de l'Iran. Je ne crois pas non plus que le positionnement iranien vis-à-vis de la Russie puisse, à terme, on verra, l'aider, comment dirais-je, à rétablir des relations, enfin, je veux dire, à prendre en crédibilité, je dirais, internationale sur aussi comment dirais-je, dans ses relations avec les autres États de la région. On verra bien, on verra aussi comment cette guerre évoluera, mais c'est un choix qui a été fait par elle de soutenir la Russie. Donc voilà, il y a des choses quand même qui dépendent de l'évolution extérieure, mais c'est vrai que, et je reviens sur cet aspect économique, la motivation peut-être principale de la conclusion de cet accord, c'était des aspects en effet intérieurs, absolument pour l'Iran, priorité absolue de sortir économiquement la tête de l'eau, et de l'Arabie saoudite, et on les voit, les giga-projects, je crois que ça fait toujours partie du fameux plan Vision 2030, l'Arabie saoudite veut aussi redorer son image. On a parlé Khashoggi, etc., on ne va pas tout redire, mais voilà, et puis l'aspect syrien aussi représente un aspect économique. Voilà. Donc c'est l'économie qui, je dirais, en filigrane, sous-tend un petit peu l'ensemble des coopérations futures entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous égide de la Chine. Et pour ça, il faut une stabilité régionale qui est indispensable. C'est pour ça que bon,
en effet, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz ou l'évolution du JCPOA, les tensions qui existent aussi au sein du Conseil de coopération du Golfe, où l'Arabie saoudite n'a pas forcément très bien joué non plus ces dernières années. On a parlé évidemment du blocus contre le Qatar, etc. La politique saoudienne avait tendance un petit peu à diviser ce qui se passait dans les relations diplomatiques du Conseil de coopération du Golfe. Donc voilà, l'Arabie saoudite aussi a besoin elle a besoin de tout le monde, hein, mais Didier le disait, elle a besoin de tout le monde comme l'Iran pour aller de l'avant dans cet accord, remettre de l'ordre dans le GCC, comment dirais-je, développer des relations avec un nouveau game changer qu'est la Chine, tenter de faire construction d'une paix, la prémisse d'une paix avec l'Iran, de sortir immédiatement de cette guerre le plus vite possible de cette guerre au Yémen qui a non seulement été un discrédit absolu et aussi un discrédit militaire parce que l'armement que possédaient les Saoudiens est bien plus récent que celui des Iraniens et d'ailleurs c'était un sujet aussi d'inquiétude des Iraniens qui voulaient en effet faire un peu la paix aussi avec l'Arabie saoudite parce qu'ils voyaient que leur armement était assez qualitatif, mais l'emploi des forces saoudiennes au Yémen a été assez catastrophique, on peut le dire, et les Houthis, je crois, ont même pris de manière assez courte des territoires à l'extrême sud de l'Arabie saoudite, je crois, dans une ou deux provinces dans le creux, là où ça forme un creux. Enfin, à l'époque, ça c'est quand j'étais au Parlement européen, c'est ce que les Houthis disaient, mais bon, voilà, de toute façon, c'est des régions désertiques, mais je veux dire, voilà, il y a, si vous voulez, il y a eu de la part de l'Iran et de l'Arabie saoudite un amoncellement d'impossibilité à conduire une politique étrangère, un amoncellement de choses, je dirais, de positions si politiques qui ont été contredites, qui n'ont pas fonctionné et qui rend impossible, en fait, pour eux, la prétention à une hégémonie régionale ou être une grande puissance régionale, et qui leur permet en effet qu'ils doivent trouver un autre biais pour essayer de prétendre à cette hégémonie ou en tout cas à cette puissance régionale, en tout cas de durée en termes de puissance régionale. Et d'ailleurs, je mettrai entre parenthèses les Émirats arabes unis qui ont une diplomatie, je dirais pas à la chinoise, mais presque, comment dirais-je, d'être un petit peu dans l'ombre des Saoudiens tout en les contradisant et tout en étant proche des Iraniens aussi, parce que beaucoup d'Iraniens travaillent, beaucoup d'hommes d'affaires, il y a des développements de richesse aux Émirats arabes unis qui se fait aussi par des hommes d'affaires iraniens, beaucoup là-bas. Donc voilà, c'est un État qui aussi ménage un petit peu la chèvre et le chou pour essayer d'avoir leur place aussi dans cette influence régionale. Donc voilà, c'est un jeu un peu à plusieurs bandes, mais il me semble qu'en tout cas, les Saoudiens, les Iraniens ont estimé qu'ils n'avaient plus le choix que d'arriver à une normalisation, un processus de normalisation entre les deux pays pour pouvoir en effet se développer par l'aspect économique. Ça change un petit peu de la médiatisation qu'on peut avoir sur les conflits entre les deux États qui avec souvent des rapports comment dirais-je, de paroles belliqueuses ou de faits d'armes ou de contrevenus, enfin voilà. Mais en réalité, ce qui motive les deux pays, dont on parle peu, c'est l'aspect économique, clairement, pour qu'on puisse ensemble se sortir vers le haut de ces décennies un peu compliquées. Si vous êtes d'accord, parce que je voudrais quand même qu'on consacre une bonne demi-heure aux questions de l'auditoire, parce qu'on en a beaucoup, mais néanmoins, je voulais finir cette partie avec une question à l'attention de M. Billon. Par rapport justement à ce qui se passe dans le Golfe Persique, entre parenthèses, hein, moi je dis Golfe Persique parce que honnêtement, la carte la plus ancienne sur laquelle je suis tombé, ça datait de l'Empire romain et ils appelaient déjà Sinus Persicus, donc bon, quand même. Mais au-delà de ça, il y a deux pays dont je voulais vraiment vous demander de parler 2 secondes parce que je pense que ça va avoir un effet sur eux. Déjà, les relations entre le Pakistan et l'Iran. Est-ce que pour vous, cette normalisation, parce que le Pakistan est un pays toujours tiré entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et puis deuxième chose, c'est la Turquie. Vous en avez parlé un tout petit peu, mais est-ce que pour la Turquie, ça change quelque chose ou pas? Alors, je vais aller très vite hein, parce que je vois que l'heure tourne et que nous sommes très bavards.
avant de prendre les questions. Je pense tout d'abord qu'il faut être patient. Mais ça, je ne vais pas l'apprendre à un Iranien. Vous avez cette vertu. Je crois qu'il est trop tôt pour saisir, pour mesurer les conséquences de cet accord sur les relations avec le Pakistan, de l'Iran avec le Pakistan et avec la Turquie. Donc là, je pense qu'il faut être prudent. Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste du Pakistan, je n'ai pas véritablement noté leur réaction, mais il me semble, en tout cas, c'est une hypothèse, que le Pakistan voit plutôt cet accord d'un bon œil, parce que justement, il a des relations à la fois politiques, mais aussi géographiques, notamment avec l'Iran, d'assez forte intensité, mais relations dont on sait qu'elles sont toujours instrumentalisées par tel ou tel contentieux politique. À partir du moment où l'accord de réconciliation s'inscrit dans la durée, c'est une hypothèse, on a bien noté, Quentin l'a fait très précisément, que la durabilité de l'application de l'accord, c'est encore une incertitude. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous projeter positivement, mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises pour telle ou telle raison, y compris des raisons exogènes à la région. Donc, restons prudents. Pour autant, à ce stade en tout cas, je pense que le Pakistan voit cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite d'un œil plutôt positif, parce que ça lui évitera à l'avenir de choisir entre l'un et l'autre. Et donc, de ce point de vue, c'est plutôt quelque chose qu'il juge à son intérêt. Pour autant, ça serait stupide de considérer que les rivalités qui peuvent exister, notamment entre l'Iran et le Pakistan, le fait que le Pakistan est un État nucléaire, ne soit pas perçu comme un problème, un défi, voire peut-être un danger par l'Iran. Donc, il ne faut pas non plus rosir toute la situation régionale. Il y a des éléments plutôt positifs qui peuvent nous rendre optimistes, mais soyons là encore prudents et tentons de nous placer en perspective. Peut-être faudra-t-il faire une réunion dans 6 mois pour avoir plus d'éléments. Sur la Turquie, alors la Turquie, je suis un petit peu plus la vie quotidienne de ce pays. C'est très intéressant de noter que la Turquie a eu des réactions très discrètes sur cet accord. Le ministère des Affaires étrangères turc s'en est félicité, tant mieux, il était difficile de faire moins, mais le problème de la Turquie, bon, outre qu'elle était quand même accaparée par ses problèmes de politique intérieure avec la préparation des élections présidentielles et législatives, et elle l'est toujours jusqu'à la fin de la semaine de toute façon, mais néanmoins, il y a un problème, c'est que les souhaits ou la projection de Erdogan d'apparaître comme une sorte de leader régional, il l'a toujours en tête, ça j'en suis intimement persuadé. C'est toujours alors, outre le fait qu'il l'a en tête, c'est un projet politique pour la Turquie. Sauf que là, l'initiative lui échappe totalement. J'évoquais au tout début le fait qu'il y avait 3 pôles concurrents, l'Iran, l'Arabie saoudite et la Turquie. Là, la Turquie, elle n'est pas partie à ces processus de réconciliation. Alors, elle n'en prend pas ombrage, c'est pas ce que je veux dire, d'autant que la Turquie a des relations à peu près normalisées et fluides avec l'Iran, mais aussi, alors ça c'est en bilatéral, mais aussi avec l'Arabie saoudite, c'est la grande réconciliation qui a lieu alors que les tensions avaient été extrêmement fortes, avec les Émirats, idem. Donc la Turquie, après avoir tenté pendant plusieurs années de jouer un rôle de clivant avec un certain nombre de pays de la région, est en train de tenter de se remettre au centre du jeu régional en fluidifiant ses relations, je l'ai dit, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats, avec Israël aussi. Avec l'Égypte, c'est plus compliqué, mais ça en prend le chemin, incontestablement, alors que c'était une sorte de, je mets des guillemets, de guerre froide entre Ankara et le Caire. Ce n'est plus le cas, mais il n'y a pas encore une réconciliation en bonne et due forme. Donc, au niveau du bilatéral, la Turquie a su initier un certain nombre
d'initiatives plutôt positives de son point de vue et du point de vue des partenaires avec lesquels elle a négocié cette réconciliation. Mais elle n'a pas été capable, à ce stade, de jouer un jeu régional tel qu'a pu le faire la Chine. Donc la Turquie, à la fois, se félicite de cet accord, ça c'est le point de vue officiel, mais elle pourrait aussi en tirer un peu ombrage dans le sens où elle n'est pas au centre du processus. Alors c'est à suivre. Je pense que de la même façon qu'en Iran, la Turquie, parce que c'est un très vieil État qui possède depuis longtemps un appareil d'État, qui possède depuis très longtemps un appareil diplomatique, est capable de se projeter sur le moyen terme, voire le long terme. Ce qui n'est pas le cas de l'Arabie saoudite. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'Arabie saoudite, qui est un État de facture très récente, c'est pas méprisant de le dire ainsi, mais c'est un constat, a eu ces oscillations pour le moins marquées, notamment sous l'instigation de Mohamed Ben Salman. Ce qu'il disait en 2015 n'est plus du tout ce qu'il dit en 2023. Alors tant mieux, moi je pense que ça va dans le bon sens et c'est une évolution positive. Mais donc, je pense que la Turquie se félicite de cette situation. Encore une fois, relation fluide, normalisée avec l'Iran, mais ça fait déjà longtemps, ce qui n'exclut pas quelques points de tension ou de contentieux, bien sûr. Et puis, encore une fois, réconciliation avec nombre d'États avec lesquels elle était fâchée, mais probablement une petite amertume de la part des dirigeants turcs à cause du fait qu'ils n'ont pas été au centre du processus de réconciliation, qu'ils n'y ont joué pour rien. Je voudrais dire une toute dernière chose, et puis après on laisse la parole à nos amis connectés, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la question du nucléaire quand même, parce que ça fait partie des gros dossiers qui concernent la région et notamment l'Iran. Alors moi je fais une hypothèse, mais je ne suis pas dans le secret des dieux et des négociateurs. La Chine, nous le savons, possède l'arme atomique, c'est une évidence, et c'est un État qui ne tient pas du tout à la prolifération nucléaire, mais pas du tout, pour des raisons d'intérêt nationaux liées à la Chine. Donc, il me semble, mais c'est encore une fois une hypothèse, et je lance au débat, que dans cet accord de réconciliation, il y a des clauses non publiques, secrètes. Ça, c'est pas un problème. Et je pense qu'il y a une clause qui doit toucher aux affaires du nucléaire. Et probablement, une des exigences chinoises, c'était à l'égard de l'Iran de mettre le holà sur la volonté de se doter de la bombe. Alors, c'est une hypothèse. Encore une fois, il faut la creuser. Peut-être allons-nous avoir dans les semaines, dans les mois à venir, des éléments plus précis. Je n'en ai pas. Mais peut-être Ali Reza, qui est au courant de tout, en a plus, mais peut-être ne peut pas qu'il nous les dire. Mais en tout cas, n'oublions pas ce paramètre, il est très important. Et peut-être ça a été aussi un des facteurs qui a rendu possible ce processus de réconciliation. Je pense que la Chine a aussi imposé quelques conditions et aux uns et aux autres. Parce que le nucléaire touche aussi, même si ce n'est pas pour l'immédiat, l'Arabie saoudite. On sait bien qu'un des enjeux et un des dangers de ce dossier, c'est la prolifération régionale du nucléaire militaire. On va maintenant, si vous êtes d'accord, donc s'intéresser aux questions de l'auditoire. Il y a beaucoup de questions, donc chacune des questions, honnêtement, nécessiterait au moins 10 minutes, 15 minutes de réponse, mais si vous pouvez répondre de manière très courte. Première question, est-ce que vraiment l'accord de cette normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite est solide? Et et de toutes les manières, quels sont les éléments qui pourraient le menacer? Qu'est-ce qui pourrait le menacer et qui pourrait le menacer? Bah, Quentin, j'y vais? Bon, je pense que j'y ai pas mal répondu, mais Oui, oui. Non, mais moi je réponds, mais en 30 secondes, c'est une question de méthode. On ne peut jamais savoir à l'avance si un accord est vraiment solide. La dynamique engagée est une dynamique positive. Comment va-t-elle se décliner dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? Nul ne le sait. Mais il y a une volonté clairement affichée et de la puissance
sous la l'égide de laquelle s'est fait cet accord, la Chine, des deux principaux protagonistes, l'Arabie saoudite et l'Iran, de s'inscrire en positif dans l'application de ces accords. Ça, nous le savons, sinon il n'y aurait pas eu d'accord. Alors après, est-ce que ça va perdurer? Nul ne le sait. Et il peut y avoir des provocations, et je le dis comme je le pense, les États-Unis, Israël pourraient avoir un intérêt à saboter cet accord. Alors, je ne suis pas complotiste. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est la dynamique politique qui a été initiée, engagée par la volonté politique des dirigeants iraniens, des dirigeants saoudiens. Ça, c'est l'important. Après, est-ce que c'est solide? Je pense que oui, mais pour autant, on n'est jamais, encore une fois, à l'abri de mauvaises surprises, voire de manœuvres ou de provocations extérieures. Avec l'administration Biden, ce n'est pas le cas le plus probable, mais imaginez, ce qui n'est pas totalement absurde, que Trump revienne au pouvoir. Alors là, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais nul ne le sait. Donc on ne va pas faire ce sort de politique fiction. Quentin? Oui, cet aspect-là est intéressant parce que je pense qu'en effet, Joe Biden n'est pas forcément très rassuré à cette idée et elle n'est pas totalement impossible. On a été tous surpris par l'élection surpris, sur le coup, elle s'explique bien évidemment. Mais voilà, c'est Joe Biden veut aussi, des résultats. Il veut des résultats, il avait promis des résultats sur le JCPOA. Donc c'est pas très agréable pour lui ni pour les États-Unis quand c'est un peu l'historique d'un pays hégémonique comme sont les États-Unis, voilà, de dépendre de la Chine, d'un accord chinois pour régler des sujets que eux-mêmes, et en plus avec des revirements de politique américaine, une présidence qui reste que 4 ans, etc. Bon, donc c'est quand même assez gênant dans une diplomatie américaine aurait été forcément très fine, mais je veux dire, voilà, qui a des moyens et qui est imposante, qui est importante, mais la diplomatie chinoise l'est aussi. Et je pense que la tendance, en effet, est à une façon d'opérer à la diplomatie chinoise, en tout cas en termes de réussite dans le fait de tenter de réduire ou de fermer, de clôturer des conflits que la diplomatie américaine a pu le faire. Mais en tout cas, voilà, je voulais rebondir là-dessus en disant que sur du CPOA, ce sera peut-être les Chinois, on verra, qui sont sur le Yémen, malgré plusieurs années, la volonté de Joe Biden qui avait dit publiquement, qui avait demandé à l'Arabie saoudite d'éteindre d'éteindre le feu de l'artillerie saoudienne et de régler ce conflit. Est-ce que la Chine va aussi avoir un rôle à jouer? Bon, on a vu que là, dernièrement, Didier le disait, ça a quand même beaucoup avancé pour que des Saoudiens se rendent à Sanaa. Fallait quand même le faire. Mais voilà, c'était pas gagné. Voilà, donc, et puis en effet, Didier l'a rappelé aussi, les demandes répétées de l'Arabie saoudite et des Émirats d'ailleurs aussi pour ne pas baisser le flux de production pétrolière, voilà, un peu sous pression russe, donc aussi des questions de prix, etc. Donc voilà, il y avait des tentatives, coup de boutoir américains qui n'aboutissaient pas. Et les Américains sont en train de se rendre compte de se faire doubler, mais de se faire remplacer peut-être dans la résolution des conflits. Et ça, je pense que ça leur plaît pas du tout. Donc en effet, cet accord, moi non plus, je ne crois pas à la théorie du complot, mais en quelle mesure, quel va être le degré d'acceptation des Américains dans l'avancée de cet accord par les Chinois dans le futur, avec une petite tentation peut-être de mettre des petits cailloux dans la chaussure des Chinois avec l'avancée de cet accord, on verra bien. Mais c'est en effet pour le moins un camouflet diplomatique pour eux. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Une autre question, bon, je pense que ça va être rapide, c'est est-ce que cet accord va avoir une quelconque conséquence sur la présence de la base militaire française dans le Golfe Persique? Non, 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 parce que je pense qu'on a bien, enfin, j'espère que nous avons l'un et l'autre avec Quentin insisté sur l'importance de cet accord, qu'il modifie en partie l'équation régionale, qu'il modifie en partie les rapports de force régionaux, mais cela ne veut pas dire pour autant
que les accords de coopération stratégique, les accords militaires passés par la France et quelques autres avec les Émiratis, les Saoudiens, les Qataris, etc., vont disparaître comme par enchantement. Donc, les évolutions, les inflexions régionales, politiques régionales, ne signifient pas un bouleversement radical de toutes les données. Et donc, la base française restera. Il y a des accords bilatéraux avec les Émiratis, et cet accord sera maintenu dans les années à venir. Alors, bon, sauf bouleversement, soit en France, soit aux Émirats, mais ce n'est pas le cas le plus probable. Une autre question, est-ce que cet accord peut affaiblir Daesh? Alors, Quentin, peut-être? alors déjà, de ce qui reste de Daesh. Parce qu'en effet, quand on regarde une carte syrienne, alors ils sont présents, hein, ce n'est pas le sujet, hein, bien sûr, ils sont toujours présents. Et puis des cellules actives en plus, qui peuvent, en effet, un peu comme un cancer, c'est pas un adénocarcinome, c'est-à-dire que c'est pas un cancer circonscrit qu'on peut enlever comme ça. C'est quelque chose qui peut rapidement, et les rémissions, parfois malheureusement, ne durent pas. Donc c'est aussi une question d'ailleurs du rapprochement avec la Syrie pour tenter en effet de juguler cela, par exemple, cela un point, mais par exemple, et puis aussi l'Irak est menacé. Je veux dire, Daesh est présent dans le sud-est de la Syrie, à la frontière à la fois jordanienne, mais les Jordaniens ont toujours c'est bien circonscrit l'expansion Daesh, mais en Irak surtout, en Irak. Et ça, personne ne le veut, très clairement. C'est vrai que la politique américaine n'est pas, comment dirais-je, avec le fait d'avoir chassé Saddam Hussein, a eu aussi une responsabilité là-dedans. C'était un peu une volonté dirais-je, comment dirais-je, pas une volonté, mais ça a conduit à un islamisme, un djihadisme actif en Irak et puis en Syrie. Donc excusez-moi, j'ai oublié la question, Germe. Daesh. Est-ce que Daesh, oui, ça permet d'affaiblir Daesh? De toute façon, une coopération régionale, alors elle n'est pas militaire, hein, puisque l'Arabie Saoudite au départ soutenait quand même des groupes d'idéologie takfériste, donc djihadiste, et contre Assad. Hein. Donc aujourd'hui, Didier en a parlé d'ailleurs des revirements de position. On en a assisté à un certain nombre et je pense qu'on continuera à en assister. Et je voulais d'ailleurs continuer sur le fait que si cet accord dure, on verra s'il y a des incidents ou pas, on verra comment Iraniens et Saoudiens réagissent et les conséquences que ça peut avoir diplomatiquement. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais sur Daesh, oui, ça aurait tendance à l'affaiblir. Les milices chiites, en tout cas, sont prêtes en Syrie et en Irak pour continuer à comment dirais-je, à empêcher le développement de Daesh, et d'autres, hein, d'ailleurs, pas seulement Daesh, mais d'autres groupes islamistes radicaux, djihadistes. Et donc oui, sur le papier, oui. Une autre question, donc si l'économie sous-tend ces accords entre l'Iran et l'Arabie saoudite, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des investissements stables et pérennes dans un environnement iranien sous sanctions? D'abord, cet accord, il n'est pas essentiellement économique, il est avant tout politique. C'est ça qui est très important. Et peut-être y aura-t-il, et probablement y aura-t-il des retombées économiques, mais n'inversons pas les termes de l'analyse. C'est un accord politique. C'est le produit d'une volonté politique des dirigeants chinois, d'une part, bien sûr, mais surtout iraniens et saoudiens. Ça, c'est essentiel. C'est ça le plus important. Alors, deuxième aspect, bien sûr, un environnement politique qui tente à la stabilisation. Et je suis prudent, ça ne veut pas dire que ça va se stabiliser d'un coup, mais qui tend vers une potentielle et souhaitable stabilisation est favorable à des investissements économiques et à une forme là aussi de stabilisation économique, clairement. Mais comme l'auditeur, notre ami connecté le dit, c'est que le problème qui se pose, c'est que tant que les sanctions, la volonté d'isolement de l'Iran par la soi-disant communauté internationale, mais pour parler clair, sous l'égide des États-Unis, sera présente, sera maintenue, alors
déjà pour les Iraniens, pour le peuple iranien, il y aura des difficultés majeures. Donc, c'est probablement la seconde étape ou une étape prochaine qu'il va falloir régler. C'est quelles sont les initiatives susceptibles de parvenir à la levée des sanctions, à mon avis, injustes, illégales contre l'Iran. Ça, c'est évidemment plus facile à énoncer qu'à régler, mais c'est sûrement le deuxième niveau du raisonnement. Alors, tout cela n'est pas très simple parce que même nos amis saoudiens peuvent avoir, malgré la volonté politique affirmée qu'on a déjà soulignée à de multiples reprises ce soir, mais pourraient aussi avoir la tentation de ne pas tout à fait favoriser la stabilisation économique de l'Iran pour instaurer un rapport de force durable au détriment de l'Iran. Donc, la réconciliation, ça ne veut pas dire que les intérêts nationaux des uns et des autres est gommé. Elle existe. C'est la géopolitique qui est ainsi. Hein, on le sait bien, les États n'ont rarement des amis, ils ont des intérêts. Donc, il n'y a pas forcément une convergence totale entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a de multiples sujets où la compétition va se poursuivre. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus d'invective, qu'il n'y ait plus ce climat de tension. Après, eh ben, les choses poursuivront leur cours. Mais donc, l'aspect économique dépendra de cette volonté non seulement régionale, mais internationale, je le souligne, internationale, de trouver enfin, et le plus tôt sera le mieux, une solution pour lever les sanctions à l'encontre de l'Iran. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Mais là, ça dépasse le cadre régional, pour parler clair. Et de ce point de vue, j'arrête là, peut-être la Chine pourrait avoir, là aussi, un rôle positif. La Russie, je n'en parle pas, parce que la Russie, pour des raisons évidentes, elle est un peu démonétisée actuellement en termes d'initiatives internationales de ce type, pour des raisons évidentes. Il y a une autre question, donc je vous lis la question, c'est les Chinois sont les meilleurs joueurs de Go. Cet accord n'est-il pas également un moyen pour la Chine de solidifier son pont vers l'Afrique? Quentin? Oui, alors j'avais envie de rebondir sur la question précédente, mais je vais pas le faire. Oui, oui, bien sûr, d'autant que, comment dirais-je, la réputation pourquoi je dis ça, mais vous allez comprendre, la réputation de Wagner en Afrique fait aussi peur aux Chinois. C'est-à-dire que les investissements chinois sont là depuis très longtemps, les Russes un petit peu moins, mais ils sont arrivés plutôt assez vite derrière. Il n'y a pas que, il y a eu aussi les Indiens, les Brésiliens. Bon. Et puis nous, historiquement, on y était, les Britanniques, les Français et les Américains, sur des aspects plutôt sécuritaires, quoique les Britanniques utilisaient un petit peu pour des raisons économiques, mais c'est voilà. Disons, mais enfin, oui, oui, bien sûr, parce que c'est ce que recherche la Chine avant tout, c'est une stabilité pour pouvoir se développer économiquement, et l'Afrique reste un marché extraordinaire pour elle. Donc c'est clairement, en tout cas, une vision donnée aux pays en développement, ou ce qu'on peut appeler on appelait encore dans mes bouquins quand j'étais jeune, le tiers-monde, mais en effet, les pays les moins développés, un gage de garantie, de stabilité, de remontrer, si ce n'était nécessaire, que la Chine était garante de stabilité politique, de règlement des tensions et des conflits, et Dieu sait qu'en Afrique, malheureusement, il n'en manque pas, et surtout de développement des infrastructures, d'énergie, de tout ce qui fait le développement d'une société, de son déplacement, de sa montée en classe, oui, en classe, exactement, en classe sociale, donc, et en pouvoir d'achat. Donc oui, c'est en effet une stratégie globale, hein, qui est pas qu'une tête de pont en Afrique, mais je pense que c'est une stratégie globale, et c'est vrai que comme la Chine est depuis longtemps présente en Afrique, c'est un gage de crédibilité supplémentaire, sachant que, en effet, quelques pays africains, même si beaucoup, hein, ont voté contre, par exemple, les sanctions contre la politique russe, enfin, la guerre Russie en Ukraine, mais il y a eu quand même quelques flottements, quelques hésitations, quelques revirements aussi de certains États. Donc bon, c'est aussi une manière de dire, bah, écoutez, nous les Chinois, on n'est pas c'est pas notre sujet, c'est voilà, on est neutre, même si bon, voilà, ils aimeraient,
Chinois ne rêvent que d'une chose, les Américains aussi, c'est de mettre un terme à ce conflit en Ukraine. Ce serait diplomatiquement un coup extraordinaire. Mais voilà, oui, je pense qu'en effet, c'est une façon de renforcer vision politique et puis de pouvoir renforcer la présence, de rassurer, de renforcer la présence chinoise économique en Afrique. Ouais. Il y a une autre question, enfin, l'un de nos amis qui se connecte, donc sur la base de tout ce que vous avez dit qu'il a le sentiment que finalement, tout cet accord n'avait qu'un seul vrai gagnant et que c'était l'Arabie saoudite. Ah, moi, je pense pas, non. J'ai peut-être pas été suffisamment clair, mais je pense que pour l'Iran, il y a aussi un grand avantage, c'est qu'il y a un isolement relatif de l'Iran, je dis bien relatif, mais néanmoins réel. Or, cet accord avec l'Arabie saoudite lui permet d'avoir un élément supplémentaire de réintégration, de normalisation dans le jeu régional et international. Donc, je ne pense pas que l'Iran soit n'ait pas d'intérêt à cet accord. Sinon, d'ailleurs, elle ne l'aurait pas signé. Donc, non, je pense qu'il y a, pour des raisons différentes, pour les deux principaux acteurs et protagonistes de cet accord, sous l'égide chinois, un intérêt complémentaire. Et c'est la voie du compromis grâce au dialogue qui a été établi. Donc, non, je pense que l'Iran a un grand intérêt aussi à ce processus de réconciliation qui, encore une fois, reste à concrétiser dans ses différents aspects, ce qui n'est pas encore fait. Mais enfin, on ne peut pas faire ça en quelques semaines. Il y a deux questions qui, honnêtement, n'ont pas grand-chose à voir avec notre sujet, mais par souci de transparence, je vous les pose. Il y a une question, est-ce qu'à votre avis, on aura bientôt une ambassade de France à Damas et une ambassade syrienne à Paris ou pas? Euh, Je peux vous dire, enfin, pardon, Quentin, oui, excuse-moi. non, je t'en prie. J'ai eu, je ne donnerai aucun nom, des contacts récents, tout récents, avec un ambassadeur de France à la retraite et qui me disait qu'il y avait beaucoup de réflexions au Quai d'Orsay sur ce sujet. Bon, je pense que ça va quand même néanmoins prendre beaucoup de temps. C'est pas pour la fin de l'année. Je pense que la décision. Alors moi, je pense que cette décision de fermer notre ambassade de France à Damas est une erreur politique totale parce qu'on n'a jamais intérêt, jamais, je dis bien, à fermer nos ambassades parce que ça nous coupe des moyens de communication habituels que possède une ambassade. Une ambassade, ça sert à ça, y compris avec un pays dans lequel on a toutes les divergences du monde. Il faut maintenir l'ambassade. Donc, il serait temps, et le plus tôt sera le mieux pour moi, pour qu'on réouvre notre ambassade de France à Damas et que les diplomates syriens puissent réouvrir leur ambassade à Paris. Je crains quand même que ça prendra un peu de temps pour mille raisons, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Quand même, je précise que la Syrie a un chargé d'affaires en France parce que Oui, c'est l'ambassadeur de Syrie qui avait été expulsé de France, même si après elle est devenue ambassadrice auprès de l'UNESCO oui, qui échappe. Donc, oui. il y a une autre question, encore une fois, hein, par souci de transparence, je vous la pose. Et c'est quelles sont les réelles motivations saoudiennes pour la réintégration de la Syrie à la Ligue arabe? Alors, bon, Didier, on a beaucoup parlé, hein, je pense que je connais le sujet bien mieux que moi, mais je l'avais évoqué, alors je n'exclus pas évidemment hein, je dirais le point de départ politique, mais je crois qu'on a chiffré à au moins, oui, plusieurs milliards, 5 ou 10 milliards, je ne sais plus, enfin plusieurs milliards, la reconstruction de la Syrie, et Beaucoup ça, plus, c'est beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus que plus. cela. Ben non, mais Voilà, c'est de l'ordre de dizaines, voire de centaines de milliards. ouais, ouais, c'était des estimations un peu anciennes que j'avais, mais voilà, en tout cas, l'Arabie Saoudite avait, clairement, c'était une de ses motivations en effet, de participer à cette reconstruction. Bon, j'ajoute que, sur le séisme qui s'est produit, en Turquie et aussi dans le nord syrien, l'Arabie Saoudite, hein, puis pas que, ont faisait, faisait leur aide, hein, pendant aux 2 pays et donc enfin la Syrie donc voilà, c'est bon, Didier a parlé d'un processus de normalisation qui date pas de vendredi dernier, et
et voilà, mais je suis bien plus expert là-dessus. Eh bien, chers amis, on arrive au terme de ce webinaire. Il est 19h30, donc on est pile à l'heure. Je tenais encore une fois à vous remercier tous les deux, cher Quentin et cher Didier. Merci à Erwan. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Il y avait 60 personnes. Après, bon, maintenant, on en a encore 40 quelques-unes, mais on avait une soixantaine de personnes qui nous ont écoutés. Donc, ça montre bien que le sujet intéresse vraiment. Vraiment, encore une fois, tous mes remerciements à tout le monde. Et puis, bah, bientôt, j'espère qu'on aura d'autres webinaires ou conférences sur la suite des sujets géopolitiques qui apparemment intéressent de plus en plus. Merci encore à tous et bah, Merci. très, très bonne soirée à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.